Tour à Bruxelles, édition spéciale du 6-9 sur France Info. Ce matin, ce sera juste après les titres et l'essentiel. À 8h15, la Belgique en deuil. Double attentat hier, les explosions de l'aéroport du métro qui ont fait 31 morts et 250 blessés. Selon les derniers bilans actualisés ce matin, 8 Français parmi ces blessés, dont 3 le sont grièvement. La Belgique, où l'un des suspects de l'attaque de l'aéroport est recherché. Un homme dont la bombe n'aurait pas explosé, dont la photo est diffusée dans tout le pays. Attaque revendiquée par l'organisation État islamique hier après-midi. De l'émotion en Belgique, en France aussi, après cette attaque perpétrée quelques mois après les attentats de Paris. Rassemblement sur le parvis de l'hôtel de ville hier soir dans la capitale. À retenir encore cette décision qui assombrit l'horizon politique de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, sous la menace d'un procès pour corruption et trafic d'influence. Hier, la Cour de cassation a validé la légalité des écoutes téléphoniques de l'ancien président et de son avocat. La révision de la Constitution adoptée au Sénat, mais avec une version différente de celle votée à l'Assemblée. Modification de l'article sur la déchéance de nationalité. Et puis ce cas de vache folle suspecté en France et dans les Ardennes. Cas détecté sur une vache de 5 ans la semaine dernière. L'ensemble du troupeau est placé sous surveillance. France Info, édition spéciale. De Paris à Bruxelles et les locaux de la RTBF où l'on retrouve Fabienne Sintès. Merci Nicolas, avec un nouvel invité qui s'appelle Thomas Renard, qui est expert chercheur en terrorisme à l'Institut Royal des Relations Internationales. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va se parler dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on se tourne vers vous, Sophie Parmentier, parce qu'il y a, à l'heure où on se parle, de nouvelles informations, et notamment sur ces deux hommes dont on a beaucoup parlé au cours de cette matinée. Je vous écoute. Alors c'est une information exclusive de nos confrères de la RTBF qui nous accueillent dans leur studio ce matin, nos confrères du service enquête, et qui, de sources policières, plusieurs sources leur confirment qu'il y a une identification ce matin, en effet, des deux kamikazes qui se sont fait exploser hier matin, un peu avant 8h, à l'aéroport de Zaventem. Les policiers disent à nos confrères de la RTBF que ces deux kamikazes sont deux frères, les frères El Bakraoui, deux Bruxellois, Brahim et Khaled, qui étaient plutôt connus dans le grand banditisme jusqu'à présent, qui se seraient radicalisés. Ils n'étaient pas connus pour terrorisme jusqu'alors, et on sait que l'un des deux frères avait loué apparemment sous une fausse identité l'appartement de Forêt. Vous savez, c'est l'appartement où il y a eu cette perquisition qui a dégénéré en fusillade la semaine dernière, un appartement dans lequel Mohamed Belkaïd avait été tué. Mohamed Belkaïd, qui est un suspect clé des attentats du 13 novembre, c'est potentiellement lui, c'est ce que pensent les enquêteurs, qui avait reçu ce fameux SMS 21h42, départ du Bataclan, avec les terroristes qui disaient on est parti, on commence. Mohamed Belkaïd, donc, dans cet appartement loué par un des kamikazes identifiés à Zaventem hier. Ça veut dire que il y aurait donc un lien, si cette information est confirmée, entre les attentats du 13 novembre et les attentats de Bruxelles, avec toujours un homme activement recherché, le troisième homme qu'on voyait sur la photo aux côtés des deux kamikazes, et qui lui est toujours en fuite, qui aurait laissé sa bombe derrière lui, qui n'a pas explosé à l'aéroport. On va rappeler, Sophie, juste en un mot, que c'est aussi dans cet appartement de Forêt qu'on a trouvé la première fois les empreintes de Salah Abdeslam. Exactement. Et qui ont permis finalement à son arrestation le lendemain. Thomas Renard, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes dans ces informations de la RTBF que nous donne Sophie Parmentier. On savait évidemment qu'il pouvait y avoir un lien, enfin on avait du mal à penser que ça pouvait être différent. En voilà une confirmation. Oui, il restait entre Paris et Bruxelles, c'est ce que je voulais dire. Entre Paris et Bruxelles, effectivement, il restait un certain nombre d'individus dans l'entourage de Salah Abdeslam qui étaient toujours en fuite, qui étaient toujours traqués par les enquêteurs. On a beaucoup parlé de Abrini et de l'Ashraoui notamment, et donc d'ailleurs le rôle de l'Ashraoui doit toujours être déterminé, puisqu'on sait que sa compétence particulière, c'est que c'est un artificier. On a retrouvé, on imagine, on soupçonne en tout cas que c'est l'artificier qui a fabriqué les explosifs des attentats de Paris. On doit encore déterminer maintenant si c'est lui aussi qui aurait fabriqué les explosifs qui ont servi dans les attentats de Paris. Donc on avait déjà à ce niveau-là une connexion potentielle. Maintenant, effectivement, avec cette révélation que les frères Bakraoui seraient
Donc je pense qu'il faut toujours mettre au conditionnel pour le moment, mais si ça se confirme que les frères Bakraoui sont les kamikazes de l'aéroport de Bruxelles National, alors effectivement là, on voit qu'on a toujours affaire à la même cellule, à la cellule de Salah Abdeslam, à la cellule qui est liée aussi aux attentats de Paris. Donc là, ça fait effectivement une connexion directe. Et puisque l'autre piste, c'était qu'on ait affaire à une cellule différente. Dormante, qu'on aurait réveillée pour l'occasion, ou en tout cas différente. Et donc dans ce cas-ci, on est toujours sur cette cellule-là. Est-ce que ça veut dire, il y a toujours deux hypothèses malgré tout, est-ce que ça veut dire réponse, provocation, vengeance après l'arrestation d'Abdeslam, ou est-ce que ça veut dire brûler ces vaisseaux très vite parce que l'emprise policière maintenant est très importante et que surtout Abdeslam peut parler, ce qui peut être dangereux pour eux? Voilà, mon intuition, alors il faut toujours être très prudent dans ces cas-là, ce serait plutôt la deuxième hypothèse que vous mentionnez. Je pense que on a vu, l'enquête elle a mis 4 mois, elle a avancé à différents rythmes, donc on a avancé à tâtons. Par moment on voit qu'on s'est un petit peu rapproché des suspects, et par moment on voit que les enquêteurs ont ratissé très très large, suggérant que on avait sans doute perdu un peu la piste immédiate des individus recherchés. Et puis tout ça a un petit peu enchaîné la semaine dernière très très rapidement. Et donc on peut imaginer que dans la fuite, puisqu'effectivement dans la perquisition de l'appartement de Forêt, 2 individus ont pris la fuite. À nouveau, à ce niveau-là, on n'est pas encore sûr à 100% de l'identité de ces individus-là. Est-ce qu'il s'agissait de Salah Abdeslam? Est-ce qu'il s'agissait des frères Bakraoui? Ça reste encore à confirmer. Mais donc on peut imaginer que dans la fuite, ces individus n'avaient plus de planque solide, par exemple, pour séjourner encore très très longtemps. Et donc ils ont pu penser que l'étau se resserrait et qu'il était temps de passer à l'action. On a entendu tout au long de l'enquête différentes personnes, à tort ou à raison, s'exprimer dans le sens où disant que cette cellule était en train de préparer des attentats. Il semblerait qu'effectivement c'était le cas, et donc et on sait que des attentats comme ceux de Bruxelles ne se préparent pas en quelques jours, donc on n'était pas dans la réaction improvisée à l'arrestation de Salah Abdeslam, on était clairement dans un attentat qui était préparé de longue date, à mon avis. Et qu'il a fallu anticiper peut-être. Et puis, soit qui a été précipité pour diverses raisons, ou soit effectivement qui a eu lieu parce que ces individus-là n'avaient plus finalement de lieu, n'avaient plus d'alternative, et de toute façon, ils étaient déterminés à passer à l'action. On va, pardonnez-moi Thomas Renard, on va reprendre cette conversation parce qu'il y a 2 choses aussi qui nous intéressent, c'est le pédigré du grand banditisme à la radicalisation, et puis la fratrie. Parce que ça fait 3 fois, donc les frères Kouachi, les frères Abdeslam et 2 frères à nouveau qu'on se retrouve dans le même genre de configuration. Il est 8h23 à Bruxelles comme à Paris. Les titres, Nicolas Teillard. Et l'essentiel, c'est avec vous, Emmanuel Grabé. Les 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles auraient été identifiés. Information de nos confrères de la RTBF. 2 frères, Brahim et Khalid Al-Bakraoui. Ils auraient un lien avec l'appartement de Forêt, celui qui avait mené à Salah Abdeslam. Une chasse à l'homme est en cours en Belgique pour retrouver le 3e terroriste présumé de l'aéroport. Il serait en fuite après avoir renoncé à déclencher sa bombe hier. On va faire un point sur l'enquête dans le journal de 8h30. L'aéroport de Zaventem qui restera fermé aujourd'hui. Le métro bruxellois, touché lui aussi par une bombe, va rouvrir partiellement. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dans moins de 10 minutes. Le dernier bilan de ce double attentat, au moins 31 morts et 250 blessés, dont 8 Français. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Et puis autre actualité à la une ce matin, Nicolas Sarkozy tout près d'un procès en correctionnel. La Cour de cassation a validé hier la procédure dans l'affaire des écoutes téléphoniques. On vous explique tout dans le prochain journal. France Info, édition spéciale. Et au plus près de l'actualité, à Bruxelles avec vous, Fabienne Sintès. Et avec Thomas Renard, qui est expert-chercheur en terrorisme à l'Institut Royal des Relations Internationales. On a appris à l'instant, donc, il y a quelques minutes seulement, grâce à des informations de la RTBF ici où nous sommes, l'identité des 2 personnes qui étaient donc sur cette vidéosurveillance qu'on a vue à l'aéroport, les 2 personnes en noir qui sont les kamikazes de l'aéroport, donc identifiées par le service enquête de la RTBF comme les frères El Bakraoui, grand banditisme, radicalisé. On sait qu'il y a un rapport entre ces attentats et ceux du 13 novembre à Paris. Thomas Renard, je le disais à l'instant, grand banditisme, radicalisé, ça c'est un profil qui est un profil intéressant, mais qui n'est pas un profil inédit du tout. Non, pas du tout. Ça fait au niveau des études sur les groupes terroristes, ça fait très très longtemps qu'on a vu d'abord dans un premier temps des convergences
entre certains groupes terroristes et certaines organisations criminelles. Convergence parce que notamment les groupes terroristes ont besoin d'explosifs, ils ont besoin d'armement et effectivement une des manières de se procurer ce type d'armement-là était de coopérer avec des organisations les réseaux se croisent, criminelles. Voilà, les réseaux se croisent, mais effectivement dans le cadre de l'État islamique depuis quelques années, ce qu'on remarque, ce sont de plus en plus, c'est la radicalisation et le recrutement au sein finalement de filières ou parmi des individus qui ont un passé criminel, un passé de banditisme. Et ces individus-là, qui sont déjà des radicaux au niveau social du terme, se radicalisent au niveau religieux. Et ces individus-là sont clairement les individus les plus dangereux puisqu'ils ont effectivement déjà cassé les barrières qui leur permettent finalement de tomber dans la violence et dans la violence extrême. Et donc on est passé d'une convergence à une fusion finalement entre le terrorisme et le banditisme. Et puis il y a aussi, donc on le disait tout à l'heure, la fratrie. 2 frères, encore une fois, donc les frères El Bakraoui apparemment. Effectivement, il y a eu les frères Kouachi, donc ça c'était pour les attentats de janvier en France. Les frères Abdeslam, les frères El Bakraoui cette fois-ci. C'est très étonnant que dans la fratrie, l'un entraîne l'autre apparemment, visiblement, dans ce genre de situation. Effectivement, ici à nouveau dans le fonctionnement de la radicalisation, dans le processus de radicalisation et de recrutement lié à l'État islamique, on voit effectivement qu'il y a que ça fonctionne très fortement dans les cercles d'amis proches et dans les cellules familiales. Et donc c'est quelque chose qu'on a remarqué que il y a pas, c'est pas comme s'il y avait un réseau énorme de radicalisation, mais très souvent il y a un individu charismatique avec son entourage et puis il parvient à convertir, radicaliser un individu qui lui-même a une influence sur son frère, sur ses amis proches. Et puis il y a cet effet boule de neige et qui explique aussi notamment pourquoi cette radicalisation opère dans certains quartiers et pourquoi c'est toujours finalement les mêmes quartiers qui ressortent, parce qu'il y a cet effet boule de neige dans un entourage très très proche. Merci beaucoup Thomas Renard, merci pour ces éclaircissements.